On va parler d'engagement aujourd'hui sur Euradio. En 2011, après le succès de son livre Indignez-vous, l'ancien résistant et déporté Stéphane Hessel publiait Engagez-vous. Il s'adressait notamment aux jeunes qu'il poussait à défendre la cause des droits humains, par exemple, ou de la cause environnementale. 15 ans après, cette invitation à l'engagement est-elle restée lettre morte ? Notre invité pense en tout cas qu'il manque à la France et même à l'Europe une culture de l'engagement. C'est l'objet de son manifeste baptisé À nos cœurs vaillants, sorti en librairie il y a quelques semaines. Bonjour Elsa Dacosta. Bonjour Florent. Vous êtes directrice de l'ONG Ashoka France qui accompagne les entrepreneurs sociaux et les entrepreneuses sociales dans leur volonté de transformer la société. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre et de défendre cette culture de l'engagement ? En fait, c'était un double constat. Le premier, c'était de m'apercevoir que je ne trouvais pas de définition institutionnelle de ce qu'était l'intérêt général. Ou alors, la seule que j'avais trouvée, c'était au sein de l'article 238 bis du Code des impôts, ce qui m'a quand même beaucoup posé question en me disant on n'est pas capable philosophiquement de dire qu'est-ce que c'est que cette grande idée. Donc c'est la réduction d'impôts quand on fait un don aux associations. Ça a en fait une valeur financière et plus qu'une valeur philosophique, une vertu en fait personnelle. Ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat, c'était de me dire aussi que lorsqu'on parlait d'engagement, on convoquait toujours des figures héroïques, presque indépassables, comme Martin Luther King, Nelson Mandela, Simone Veil. Donc c'est un peu écrasant d'avoir ces icônes, c'est fantastique dans notre panthéon, mais c'est assez écrasant et ça ne motive peut-être pas certains qui se disent bon, de toute façon, ce que je vais faire ne sert à rien, il faut forcément avoir un destin héroïque et ou tragique ou sacrificiel pour certains pour pouvoir y arriver. Or, j'étais convaincue au moment de la recherche et encore plus après avoir écrit qu'en fait, si nous développons une culture de l'engagement au sens où ça devient un réflexe et une normalité pour l'être humain dans nos sociétés, on va régler une bonne partie des défis qui nous sont proposés en fait depuis maintenant presque 30 ans, on va dire. On va revenir sur ce que vous proposez, évidemment, c'est l'objet de la dernière partie de votre livre, mais donc la dernière partie, vous avez déjà commencé à en parler, c'est à l'analyse de ce que veut dire l'intérêt général dans notre société et en quelque sorte sa disparition progressive. Et vous évoquez par exemple ce qui s'est passé l'été dernier autour de la loi Duplon. Alors on le rappelle, c'est cette loi sur l'agriculture qui proposait notamment la réintroduction de certains pesticides. En quoi cet épisode, pour vous, il est révélateur de cette crise de l'intérêt général que nous traversons ? Écoutez, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les pesticides ont des conséquences néfastes sur la santé, donc la santé de tous, aussi bien celle des agriculteurs que de ceux qui consomment les produits qui sont fabriqués avec ces pesticides quand ils dépassent une dose, évidemment, qui a été répertoriée par les scientifiques, et que pour autant, on a une loi Duplon qui remet en avant ou décide à nouveau d'utiliser des pesticides qui ont été classés comme étant néfastes et cancérogènes. Donc là, on est typiquement dans l'expression d'un cas qui montre de manière assez évidente, c'est même pas une question d'idéologie ou partisane, qui montre de manière assez évidente que c'est contre l'intérêt général en réalité. Et pour autant, elle passe, cette loi, et le Conseil d'État et constitutionnel décide même de dire en fait non, ça ne correspond pas, et on continue de toute façon à la remettre sur le devant de la scène, et c'est même encore le cas aujourd'hui, puisqu'il y a de nouveau une demande de réintroduction d'un pesticide par un des députés à l'Assemblée nationale. Oui, effectivement, le sénateur donc Duplon, qui est à l'origine de cette loi, qui a dit qu'il allait redéposer une proposition de loi, et il y a eu une mobilisation quand même, un engagement suite à une pétition déposée par une simple citoyenne. C'est là que vous voyez la polarité dans laquelle nous nous situons. Donc vous avez un appareil législatif qui décide d'aller à l'encontre d'une volonté générale, comme le dirait Rousseau, qui est, elle, l'expression de cette pétition qui a recueilli près de 2 millions de signatures sur Internet pour ne pas faire passer cette loi. Mais il y a eu le même cas avec la loi contre la fast fashion également. Donc on s'aperçoit que les citoyens, le peuple, commencent à redonner de la vitalité à ce qu'il estime être d'intérêt général pour la protection de sa santé, parce que c'est quoi le rôle de l'État, en fait, Florent, aujourd'hui ? Le premier rôle de l'État, quand on demande quelle est la mission de l'État, vous interrogez tout le monde dans la rue, on vous dit « il protège ». Mais protéger, c'est pas simplement la sécurité. Protéger, c'est aussi prendre soin de ses citoyens. Et donc, ces deux expressions de loi montrent que c'est complètement antithétique à la vision citoyenne. Et d'une certaine manière, vous dites même que l'intérêt général est devenu une sorte de caution, y compris pour des sociétés commerciales. Vous citez l'exemple d'un produit qui se vante d'être pour l'intérêt général. Oui, en fait, ça m'a beaucoup marqué
marqué. C'est-à-dire que comme j'ai fait du marketing pendant près de 10 ans, je sais ce que c'est que déposer une marque à l'INPI. Et donc, je suis allée voir si certaines entreprises déposaient intérêt général comme marque. Oui, c'est le cas. Il y a 84 sociétés qui l'ont fait sur les 15 dernières années. Donc, quand vous déposez une marque, vous l'achetez. Ça coûte entre 250 à 300 euros, même un peu plus. Et vous bénéficiez de cette marque-là. Et intérêt général, pour moi, c'est pas du tout une marque. On peut pas commercialiser l'intérêt général, comme on peut pas commercialiser le bien commun. Ou alors, si on le fait, qui est dépositaire pour vérifier que la mission même de l'entreprise qui s'en réfère est vraiment d'intérêt général? Alors après ce constat donc sur l'intérêt général, vous commencez à nous donner votre combat pour une culture saine de l'engagement. Ça veut dire que si on parle de culture saine, il y aurait une culture malsaine de l'engagement. Quelle forme elle prend, cette culture malsaine de l'engagement ? Vous voyez, quand on a démarré tous les deux, j'étais en train d'expliciter que lorsqu'on parle d'engagement, on convoque des figures héroïques. Donc déjà ça, je trouve qu'il y a une forme d'écrasement qui fait que ça ne rend pas les choses très, très saines. Et on voit que parfois ces héros derrière déçoivent. On pense forcément, et vous en parlez dans le livre, à ce qui s'est passé autour de l'abbé Pierre, accusé d'agression sexuelle et de viol par plusieurs femmes des années après sa mort et donc à son engagement à travers Emmaüs. Oui, donc la déflagration, elle est énorme évidemment pour Emmaüs et pour la Fondation Abbé Pierre, qui d'ailleurs a changé de nom depuis, ce qui prouve aussi qu'ils avaient besoin de se détacher de cette figure-là. Fondation pour le logement des défavorisés, c'est ça le nouveau nom. Absolument. Et puis vous avez en fait de l'autre côté tout un tissu associatif qui lui aussi en fait prend de plein fouet le fait que cette icône descende de son piédestal. Donc ça vient jeter encore un peu plus l'opprobre sur le tissu associatif, dont on peut avoir une représentation qui est extrêmement faussée aussi, en disant qu'on vit au crochet de l'État. La réalité, c'est qu'on raccroche souvent l'État plus qu'on ne vit à son crochet. Donc effectivement, là, quand je parle d'assainir, c'est aussi de se dire que les icônes, c'est bien, parce qu'effectivement, quand on a besoin d'aller chercher des financements, il faut des figures charismatiques et un peu de leadership. La réalité, c'est qu'il faut aussi penser en collectif. Et je prends après un exemple qui n'est pas forcément emblématique parce que ce n'est pas une icône, mais quand vous avez des entrepreneurs sociaux qui sont animés par leur cause et qui ont envie de régler ces problèmes-là, parfois, ils ont le sentiment que la cause excuse tout, excuse même des pratiques managériales au quotidien qui peuvent s'apparenter à une forme de toxicité. Et pour autant, c'est hyper paradoxal parce que ce qui vous fait venir travailler pour quelqu'un de charismatique, c'est bien son charisme et son leadership. Et ce que je donne comme image dans le livre, c'est que c'est très difficile de vivre à l'ombre du grand arbre parce que c'est lui qui capte la lumière, donc la facilité pour faire de l'oxygène, si on reprend l'image de la photosynthèse. Et quand on est au pied de ce grand arbre, il fait très froid. Donc il y a une volonté aussi de ma part dans ce livre d'expliquer qu'il va falloir que les choses soient traitées en collectif pour justement faire en sorte... Alors, assainir, c'est un mot qui peut faire peur, je veux dire. On a vraiment le sentiment que c'est toxique, etc. Mais en tout cas, il faut le normaliser au maximum et que ce soit très pragmatique. Il n'y a rien de plus pragmatique que la fraternité en réalité. Et vous dites qu'il faut sortir aussi d'une certaine manière de l'engagement vu comme un spectacle. Là, vous citez en exemple les enfoirés, les restos du cœur. Oui. Il y a un côté un peu mise en scène de l'engagement, c'est ce que vous dites dans le livre. Et pour autant, il faut être aussi juste sur le fait que c'est un formidable outil de collecte pour les Restos du Cœur que d'avoir les enfoirés. Et ce que je déplore plutôt dans le livre, c'est pas tellement qu'il y ait les enfoirés. Ce que je déplore, c'est ce que sont devenus les enfoirés depuis 40 ans. Quand vous prenez les premiers concerts des enfoirés avec Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, ils étaient en t-shirt avec leur guitare derrière un micro au Grand Rex et ils levaient aussi de l'argent pour la cause. Aujourd'hui, on a une explosion fantasmagorique de tableaux fantastiques. On passe une très belle soirée comme un spectacle auquel on assiste et je trouve que en fait ça crée une distorsion entre les bénéficiaires des Restos du Cœur, la réalité de la cause et la manière de capter l'argent. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les bénévoles du quotidien, on a envie de dire, même pas les bénévoles, les bénéficiaires, oui. C'est-à-dire les grands précaires alimentaires, vous ne les voyez pas, vous ne les voyez plus, ou alors juste après le concert, dans une soirée un peu débat de 45 minutes, après minuit, donc tout le monde a décroché. Il faudrait voir d'ailleurs l'audience de ces émissions-là. Et c'est ça que je déplore, parce que quand Coluche crée les restos en 85, il dit voilà, c'est transitoire, c'est éphémère, et c'était 3500 repas par jour. 40 ans après, c'est 395 000 repas par jour, dont 50% des bénéficiaires des Restos du Cœur ont moins de 25 ans. Et ça, moi, j'aimerais qu'on le dise aux enfoirés aussi. J'aimerais aussi qu'on voit ce genre de choses, qu'on se rende compte, parce que on donne l'impression que ce sujet est réglé par une association qui, quelque part, est une forme de délégation de service public, sans attaquer la source de la précarité alimentaire en France et de déplorer le fait que 50% de ses bénéficiaires aient moins de 25 ans.
À nos cœurs vaillants, manifeste pour une culture de l'engagement, c'est le nom du livre que vient de publier notre invitée aujourd'hui sur Radio, Elsa Dacosta, directrice générale de l'ONG Ashoka France. On parlait donc de la sortie de cette culture malsaine de l'engagement, de la mise en spectacle, de la mise en scène de l'engagement. Pour vous, qu'est-ce que les réseaux sociaux ont fait de l'engagement ? Quel est leur impact sur s'engager aujourd'hui? J'aime beaucoup votre question parce que lorsqu'on fait du marketing sur les réseaux sociaux, on parle de l'engagement de sa communauté suivant le nombre de clics, le nombre de likes, le nombre de cœurs. Et donc on a l'impression que l'engagement est total parce que justement il y a cette action qui est faite. C'est une bonne chose, c'est une première tendance, une évaluation. Bon, après, on peut mettre en discussion parce que beaucoup de robots aussi peuvent venir pour, de manière assez factice, créer ces engagements-là. La réalité, c'est que c'est aussi un engagement presque, comment je pourrais dire ça sans conséquence. Alors, déjà, sans conséquence en termes de volume, mais sans implication plus que ça dans son canapé. Et d'ailleurs, ça a été le cas au moment du mouvement Black Lives Matter dont je parle dans le livre, quand tout le monde a mis son carré noir sur Instagram comme manifestation de soutien en fait à la cause Black Lives Matter. Donc pour préciser, c'est ce mouvement qui a été lancé d'abord aux États-Unis suite au meurtre par la police de George Floyd, cet Afro-américain étouffé, mort étouffé à Minneapolis aux États-Unis. Et donc ce mouvement de défense de la cause noire qui s'est transformé finalement au mouvement aussi de lutte contre le racisme. Exactement. Au niveau mondial. Et donc le soutien massif mondial, c'était de mettre un carré noir pour manifester le fait qu'on était rapproché de cette cause-là. Bon, sorti de là, est-ce que ça a beaucoup changé? Regardez ce qui se passe aujourd'hui, encore moins. Et puis surtout, il y a une étude dont je parle dans le livre qui montre qu'en fait, beaucoup d'influenceurs avaient décidé de mettre leur carré noir, non pas par partage et par soutien de la cause en premier chef, mais surtout pour ne pas perdre leur communauté d'abonnés. Et donc là, vous voyez le détournement total de ce que peut provoquer les réseaux sociaux aussi. Et pour autant, je minore aussi, le printemps arabe n'a existé que par les réseaux sociaux aussi. Ce qui se passe en Iran nous a été relaté ces derniers temps, justement parce qu'il y a eu les réseaux sociaux, malgré le shutdown qui a pu arriver, la coupure totale. d'Internet, effectivement. Donc, voilà, il faut toujours essayer d'avancer dans une forme de nuance, mais ne pas s'abattre comme un vol des tourneaux sur des choses qui sont faites et rester avec une colonne vertébrale et un réflexe principal qui va sur les valeurs et les vertus d'une cause qu'on a envie de soutenir. Alors ça, c'est pour le constat un peu global sur l'intérêt général pour l'engagement. On va commencer à parler de vos propositions pour cette culture de l'engagement parce que c'est une grosse partie du livre. Mais d'abord, pourquoi les gouvernements auraient tout à gagner en fait en écoutant un peu plus le monde associatif et ceux de manière générale qui s'engagent? Pour la bonne et simple raison qu'il est sur le terrain tous les jours et qu'un des reproches qui est fait à l'endroit des politiques, c'est de parler de leur déconnexion du réel. Quand vous êtes un acteur opérant dans le tissu associatif, vous êtes tous les jours confronté aux problèmes que vous avez envie de régler. Donc cette expertise-là, elle a une valeur pour avoir un dimensionnement des politiques publiques qui soit beaucoup plus efficient en réalité. Et de le faire ensemble, c'est pas d'expliquer que les choses sont mal faites à 100% par les politiques, c'est d'expliquer qu'en fait, si on veut faire pour les gens, on fait avec les gens. Et faire avec les gens, c'est faire avec le tissu associatif. Et ça marche aussi pour les institutions européennes, on l'imagine, qu'on dit souvent déconnecter des citoyens. Elles aussi, il faut qu'elles écoutent un peu plus la société civile, le monde associatif. Oui, qu'elles l'écoutent. Je trouve que pour le coup, les instances européennes le font avec beaucoup d'opérations de recueil des avis, des plateformes Internet qui existent, etc. Ce que je déplore, c'est en fait le droit de suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et je pense que si on veut créer la confiance, d'ailleurs c'est aussi un élément dont je parle dans le livre quand j'ai fait partie des états généraux de l'information, c'est-à-dire que quand on est convoqué par des grands outils de démocratie participative, la moindre des choses de la part du mandataire, c'est d'expliciter ce qui va être fait de ce qui a été récolté. Et c'est comme ça que la confiance se crée. La confiance, elle se crée à l'épreuve des faits. Et c'est hyper important d'être factuel. On a parlé des associations, mais quelle place pour les entreprises dans cette culture de l'engagement que vous souhaitez? Alors, très bonne question aussi. Moi, je pars du principe que l'intérêt général
général, c'est l'affaire de tous, en fait. De tous, tout le temps, tous les pans de l'économie. Donc, ça veut dire que l'entreprise, elle a clairement son rôle à jouer. Là, aujourd'hui, elle le joue beaucoup plus parce qu'on s'aperçoit qu'avec la contraction des financements publics, il faut bien aller chercher de l'argent ailleurs. Donc, c'est presque par nécessité fait loi, j'ai envie de dire. La réalité, c'est qu'il faut aussi l'apercevoir comme étant un corps social, un corps politique en puissance. Et on le voit, les politiques de RSE aujourd'hui, les politiques d'engagement dans les entreprises, elles sont aussi des facteurs d'adhésion pour les collaborateurs. Et pourtant, vous dites dans le livre qu'il existe des outils. On pense d'abord à l'entreprise à mission, évidemment, et puis quelque chose que personnellement j'ai découvert, la joint venture sociale. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, je trouve que c'est une hybridation économique formidable parce qu'une joint venture sociale, c'est une entreprise dont le capital est composé à 49% par une entreprise et à 51% par une association. Donc, ça veut dire qu'ensemble, elles ont un projet qui est un projet d'intérêt général, mais avec l'efficacité ou l'efficience ou les modèles qui viennent de l'entreprise, donc qui lui permettent d'avoir une performance qui est un peu au-delà parfois de ce que pourrait faire une association toute seule. Dans la dernière partie du livre, donc, vous faites plusieurs propositions, notamment pour développer la culture de l'engagement chez les jeunes. Ouais. S'il fallait retenir qu'une seule proposition à destination des jeunes, ce serait laquelle ? Une ou deux propositions ? Allez, 2 propositions, je vais essayer d'être succincte. La première, c'est que je me suis aperçue qu'il y avait 2 excellences qui étaient récompensées par le système éducatif français. C'était l'excellence culturelle ou l'excellence sportive qui, dans certains dispositifs et certains établissements scolaires, pouvait donner lieu à un aménagement de scolarité. Je rêve de faire la même chose pour les enfants qui auraient envie de s'engager dans une association. Ça, c'est point 1. Donc, des classes engagement avec certains établissements qui accepteraient de faire ça. Un peu sur le modèle des classes européennes, hein, c'est ce que vous dites. Exactement. Où on étudie l'histoire-géographie, par exemple, en anglais. Là, ça serait un peu décliné, mais sur l'aspect engagement. Exactement. Ou comme on peut le faire quand on est virtuose de violon, on a un aménagement de scolarité pour suivre au conservatoire ses cours de violon. Là, on suivrait le fait de constituer une junior association ou de participer au Resto du Cœur. Deuxième point, pour la partie pour les jeunes, je me suis aperçue, étant moi-même diplômée d'une école de commerce, qu'en fait, il était très difficile pour des jeunes diplômés d'école de commerce d'épouser des carrières d'intérêt général en sortant de l'école, pour la bonne et simple raison que certains d'entre eux contractent des prêts, parce que les coûts de scolarité des écoles de commerce sont assez énormes, et donc ça les empêche de choisir ces carrières-là, parce que les carrières d'intérêt général, Florent, elles rémunèrent beaucoup moins que les carrières du monde lucratif. Donc, ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir un dispositif avec un fonds où les entreprises contribueraient qui permettrait de rembourser intégralement pour une certaine filière, certains élèves qui le souhaiteraient, les frais de scolarité et ou les prêts qui ont été contractés pour ces étudiants-là, à condition qu'ils puissent consacrer les 3 premières années de leur vie professionnelle à des entités d'intérêt général. C'est ce que vous appelez le pacte d'engagement pour l'intérêt général, donc à destination des jeunes diplômés. Et vous en parlez aussi largement dans le livre. Les médias ont un rôle à jouer dans la culture de l'engagement. Elsa D'Acosta, qu'est-ce que doivent changer les médias pour la mettre en avant, la valoriser au sein de la société, cette culture de l'engagement ? Comme vous le dites, en fait, comme pour moi, le sujet des récits est fondamental, et pour la normalisation de la culture de l'engagement, il faut des récits réalistes et constants. Donc, c'est un rééquilibrage des plateaux de la balance. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'on parle de fatigue informationnelle, qui crée un sentiment d'anxiété, qui fait qu'on a l'impression d'avoir une mono-information en permanence, ce qui n'est pas le cas ici, donc merci beaucoup, je tiens à le souligner. Et donc, forcément, tout est vu en noir, avec ce côté très moutonnier, en fait, de l'univers journalistique. L'idée, c'est de rééquilibrer les plateaux de la balance, c'est-à-dire de parler, de parler de ces hommes et ces femmes qui s'engagent tous les jours. Moi, je passe ma vie à rencontrer des gens qui passent la leur à transformer la nôtre. Donc, il faut les mettre en avant. Vous savez, quand on cherche ses clés sous le lampadaire quand il est éclairé, on les trouve pas. Donc, il faut qu'on déplace le lampadaire, déplaçons le projecteur. Et y compris pour mettre en lumière des personnes qui ne sont pas engagées dans des associations, mais qui s'engagent quand même au quotidien. On parlait notamment dans le livre des enseignants, avec ce chiffre étonnant, 4% des enseignants seulement qui estiment que leur profession est valorisée par la société. Il faut mieux mettre en avant ces enseignants, ces infirmières qui font vivre la France, l'Europe, et qui pourtant sont pas valorisées comme étant des personnes engagées. Exactement, c'est ce que j'appelle les premières lignes de l'intérêt général. Et dedans, vous pouvez aussi ajouter les policiers. Donc la sécurité, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que c'est déplorable. Donc il y a une des mesures aussi dans le livre qui est de réfléchir à une forme d'assiette fiscale qui serait différente pour ces populations qui ont choisi de travailler pour l'intérêt général, et on a l'impression qu'elles font partie des meubles maintenant, donc on les considère plus, et on a une vision qui est extrêmement faussée de la part de ces populations et de ces métiers que vous avez cités. En 2026, Elsa D'Acosta, pourquoi il faut avoir de l'espoir
Justement. Vaste question, mais vous en parlez dans le livre de l'espoir, justement. Alors, j'espère ressusciter. Je dirais que c'est pas pourquoi il faut avoir de l'espoir, c'est comment avoir de l'espoir plutôt, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'autour de nous, il y a régulièrement une population, une minorité d'agissants, mais une majorité silencieuse qui a qu'une seule envie aussi, c'est de participer à la bonne marche du monde. Et moi, comme je suis désespérément optimiste, cette question, elle est déjà répondue dans ma propre tête. Et le chemin de ma vie professionnelle n'a fait que me montrer que l'énergie de l'engagement et de l'action, elle est contagieuse. Elle est contagieuse à bon escient. Et je pense qu'on a besoin de se réapproprier aussi notre destin national, notamment en valorisant tous ces hommes et ces femmes qui s'engagent tous les jours. Et pour commencer à être contaminé par cette culture de l'engagement, eh bien on peut lire votre livre, Elsa d'Acosta, qui vient de sortir, À nos cœurs vaillants, manifeste pour une culture de l'engagement. C'est publié aux éditions Calman Lévy et c'est à la fois un bon livre sur le constat et sur les propositions aussi. Et vous en avez présenté certaines aujourd'hui sur Radio. Merci d'avoir été avec nous, d'être venu nous parler de votre livre. Merci beaucoup Florent.